Alors, je m'appelle Samuel Jouon, je suis coordonnateur du bassin versant Vallée du Léguerre. À ce titre-là, en fait, je contribue à l'organisation du festival Le Léguerre, en fait. Et un des volets du festival, en fait, c'est la section découverte, dans laquelle on va retrouver un certain nombre d'animations, dont chaque année, on essaie d'avoir des conférences. Et je suis quelqu'un aussi de passionné, en fait, par la photo nature, animalière et notamment la loutre. Et à ce titre-là, en fait, j'ai proposé en fait, à Bastien Masson, en fait, qui est photographe nature dans le Cantal, de venir animer, présenter son travail dans le cadre de la conférence de ce soir, pour nous parler de sa façon en fait, de cutter, on va dire, la loutre. Parce que moi-même, en fait, il y a quelques années, en fait, je me suis pris de passion pour l'animal et j'ai cherché à le photographier. Et ce que lui a fait aussi dans sa région, et on a trouvé intéressant en fait, de confronter nos regards. Et donc je m'appelle Bastien Masson, je suis photographe animalier donc, basé dans le Cantal et j'ai commencé à travailler sur la loutre il y a 7 ans maintenant, en même temps que j'ai commencé la photo animalière. C'est venu tout de suite, ça a été ma toute première quête. Cette quête elle continue toujours puisque je continue à faire des observations et pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais encore au bord de l'eau à essayer de photographier une loutre. Cette quête, elle aboutit sans pour autant se terminer. Elle aboutit il y a quelques mois, au printemps dernier, avec l'édition d'un ouvrage qui est consacré à la quête de la loutre, pas essentiellement à la loutre d'Europe, mais à sa quête, à toute la recherche et à tout ce qui est fait en amont pour essayer d'observer cet animal. Et aujourd'hui, voilà, je me déplace sur plusieurs territoires où on m'invite pour discuter justement de cette quête, pour présenter l'ouvrage, mais aussi pour présenter cette quête au travers d'une conférence. Et c'est ce que je suis venu faire ici, à l'invitation de Samuel, parce que je savais qu'on parlait entre passionnés et qu'on se comprendrait, et que je trouverais un lieu et une oreille attentive. Donc voilà, c'est ce que je vais présenter un petit peu ici ce soir et que je présente tout au long de l'année sur différents festivals et événements nature et photographiques. Eh bien, alors moi, Bastien, je me posais quelques questions en fait, sur la présence de la loutre dans le Cantal, où tu viens, d'où tu habites. Parce que autant je connais à peu près en fait, sa répartition en Bretagne et d'où on part, autant dans ton secteur, en fait, je me posais la question, est-ce qu'on fait partie des territoires de recolonisation en fait, de la loutre, ou est-ce qu'on fait partie des noyaux où elle n'a jamais disparu, sachant qu'effectivement, dans les années 70, elle a failli disparaître de France. D'où est-ce qu'on part en fait par rapport à Alors chez nous dans le Cantal, on part vraiment du même point qu'en Bretagne. En fait, c'est un noyau de population. Ça fait partie de ces endroits dont elle n'a jamais disparu. Donc on parle moi je vais parler du Cantal parce que c'est là d'où je viens, mais on va parler d'un noyau de population qui s'étend au Massif central de façon plus générale. Donc l'Aveyron, le Limousin, l'Auvergne. Plus précisément le Cantal et le Puy-de-Dôme aussi. Donc voilà, ça fait partie des 3 gros bastions de population qu'on identifie comme étant les bastions, les noyaux historiques, que sont le Massif central, la façade atlantique et la Bretagne. Voilà. C'est très difficile en fait, d'estimer les populations, en fait, le nombre d'individus, en tout cas en Bretagne, en fait, on n'a pas forcément en fait, de chiffres précis. On est en plus sur des individus en fait, qui sont un animal déjà qui est hyper discret, plutôt avec des mœurs nocturnes. Est-ce que c'est la même chose en fait, dans ton secteur? Est-ce que d'après toi le comportement de l'animal il est sensiblement similaire? Et puis en termes de densité de population, est-ce que tu as une idée aussi, des moyens de comparaison? Alors en termes de densité de population, que ce soit la Bretagne, le Cantal ou tout autre territoire où elle est présente, c'est impossible d'avoir de chiffres. Parce que tout simplement, comme tu l'as dit, c'est un animal qui est très furtif et ce serait extrêmement compliqué d'avoir un chargé de mission ou un technicien qui soit en affût sur chaque bord de rivière pour effectuer un comptage. Ce qu'on arrive au mieux à faire avec la loutre, c'est à estimer sa présence ou son absence avec de la recherche d'indices de présence tout simplement.
Ça, c'est pour le point densité de population. Après, pour ce qui est des noyaux de population historiques que sont la Bretagne et le Cantal, on va observer à peu près les mêmes comportements. Donc, c'est-à-dire quand bien même on nous décrive un animal majoritairement nocturne, on est sur des secteurs géographiques où les observations diurnes sont probables, fréquentes et de plus en plus fréquentes. Ça arrive de plus en plus souvent, plus chez nous qu'ailleurs, il faut dire ce qui est, puisque les endroits où elle est en phase de recolonisation, elle va se montrer encore plus discrète, encore plus s'il y a une pression humaine qui est forte, s'il y a une densité de population qui est élevée. C'est un animal qui va rester extrêmement discret. Par contre, dans des endroits dont elle n'a jamais disparu, comme nos territoires à nous, c'est quand même de plus en plus fréquent d'avoir des observations diurnes, à proximité immédiate d'habitation ou de l'humain en général. C'est des choses qui arrivent de plus en plus chez nous. Est-ce qu'on n'est pas sur justement un animal qui est en train de retrouver en fait finalement un comportement plus naturel? Parce qu'à la base, si je ne me trompe pas, en fait, on n'est pas sur des animaux purement nocturnes. Ils le sont probablement devenus parce que longtemps chassés, persécutés. Ouais, c'est vraiment ce qu'il y a de plus probable. C'est un animal qui a des facultés à s'adapter à beaucoup de choses, dont le milieu nocturne. Donc elle est capable de nager, se nourrir, de chasser en pleine nuit, ça ne lui pose pas de problème. Mais ce que nous apprend la littérature sur cet animal, c'est qu'effectivement, ça n'a pas toujours été un animal nocturne et il y a quand même de très fortes chances que nous, humains, soyons responsables de cette modification de comportement. Et c'est nous qui l'avons fait évoluer de nuit, tout simplement pour qu'elle échappe à notre pression et à notre harcèlement, si je pourrais dire, quoi. Mais je pense clairement qu'on va assister dans les années à venir, et moi c'est déjà quelque chose que j'ai pu voir à ma petite échelle, mais ça fait moins de 10 ans que je me suis mis sur les traces de la loutre, et sur cette petite décennie, j'ai déjà recueilli de plus en plus au fil des années des témoignages d'observations directes diurnes. Ok. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous par rapport à nos quêtes communes. Et moi, je m'interrogeais justement en fait, sur la façon dont tu procèdes. Moi, il y a quelques années, quand je me suis lancé, en fait, j'ai un peu appris tout seul et puis ça m'intéresse d'échanger un peu avec des personnes comme toi. C'est sur quoi tu t'appuies le plus en fait, avant de préparer un affût, par exemple. Est-ce que c'est plus avec la technologie, notamment les pièges photographiques qui permettent de faire du repérage en continu? Est-ce que c'est plus les traces en fait, avec notamment les épreintes, donc avec lesquelles elle marque son territoire? Les deux, comment est-ce que tu procèdes en fait, par rapport à la photo? Moi, au début, j'ai essayé d'établir un pseudo-protocole. On sait que cette bestiole est complètement imprévisible et que d'essayer d'établir des grandes règles n'est tout simplement pas possible. Donc moi, au début, mon protocole, c'était de me servir de pièges photo, de voir s'il y avait des observations diurnes au piège photo, et à partir du moment où il y avait des observations diurnes, de me mettre en affût et de tenter des observations. J'ai assez vite abandonné cette technique parce que je me suis rendu compte que j'avais des passages quotidiens sur des zones qui étaient situées à 2,50 m de là où j'avais mis mon piège photo et non pas sur le piège photo. Donc le piège photo, maintenant, moi je m'en sers pour vraiment confirmer une théorie ou une hypothèse sur un nombre d'individus, notamment dans le cadre d'une femelle avec ses petits ou quand j'ai vraiment un doute là-dessus. Mais sinon, moi, de plus en plus, je vais fonctionner à l'instinct, c'est-à-dire qu'à force d'aller fréquenter les rivières et les cours d'eau, je me rends compte qu'il y a des endroits qui sont propices à la loutre et pour le marquage et pour la chasse surtout. Des endroits où l'eau va être plus calme, où je vais pouvoir la voir arriver de loin. Et maintenant, à force d'un petit peu de terrain, ça m'a mis du temps pour mettre ça en place, mais quand j'arrive sur une portion de rivière, quand j'arrive sur un secteur de rivière, j'arrive à me dire, ok, ici, il peut se passer quelque chose et je vais me mettre en affût. Et je préfère perdre, je perds jamais mon temps en affût au bord de l'eau, mais je préfère perdre une semaine en affût quotidien, ou 2 semaines, ou 3 semaines, à attendre de vérifier cette théorie-là et être sur le terrain et sentir les choses et voir comment elles vont se passer, plutôt que de laisser un piège photo pendant 2 semaines qui peut-être ne va pas déclencher, qui peut-être ne va plus avoir de batterie et qui peut-être ne va rien m'apprendre. Donc plus ça va et plus... Tu te mets dans la peau d'une loutre? Ouais, en fait, ouais. Plus ça va et plus je me dis, si j'étais une loutre, je sortirais sur ce rocher si j'ai attrapé une grosse écrevisse, parce que là c'est plat, c'est relativement caché. Je viendrais pêcher ici parce qu'il y a un peu d'eau profonde, parce qu'il y a des berges un petit peu embroussaillées et que je pourrais me planquer. Et plus ça va, plus je raisonne comme ça.
Après, comme tu dis, en fait, on ne s'ennuie jamais au bord de la rivière. Et en général, on a d'autres animaux qui viennent devant l'objectif et ça permet de passer le temps, on va dire. Exactement. En règle générale, de toute façon, comme on dit, l'eau, c'est la vie. Donc les milieux aquatiques sont des milieux de vie par définition. Et c'est toujours bien de prendre en considération le reste de la faune qui est susceptible de se présenter sur un poste d'affût, parce que ça permet de chasser toute forme de frustration. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'éviter dans ma pratique de la photo, et surtout dans la quête avec la loutre, c'est de rentrer dans une forme de frustration. La frustration peut amener parfois un certain découragement, ça c'est au meilleur des cas on va dire, et dans le pire des cas ça va être la recherche à tout prix de résultats, et cette pratique ne peut pas s'accorder d'une telle notion, on peut pas parler de notion de résultat quand on fait de la photographie animalière, il faut accepter l'échec. Quand on ne l'accepte plus, on va vouloir entrer dans cette quête de résultats, et c'est là qu'on va pouvoir éventuellement, selon les profils, déraper et faire ce qu'on appelle de l'intervention humaine. Ça peut être de l'appâtage, ça peut être des choses qui sont absolument pas éthiques et qui n'apportent rien aux photographes naturalistes, pour peu qu'ils soient un petit peu puristes, comme c'est notre cas à nous. Il faut chasser ce découragement, et pour ça, le mieux, c'est avoir une branche dont on sait que c'est un perchoir de martin pêcheur à côté, avoir un caillou où on sait que le cincle plongeur a l'habitude de venir manger aussi, être sur un passage de mammifères à un endroit où il traverse la rivière. Toutes ces choses-là vont aider à tenir, et la cerise de la cerise de la cerise sur le gâteau, ça va être éventuellement une loutre qui se présente à ce endroit-là. Alors pour moi, c'est un de mes challenges, parce que quand j'ai commencé la photo animalière, en fait, mes heures perdues, en fait, c'était photographier le saumon. Quelques temps après, ça a été photographier la loutre, et maintenant, quand on me pose la question, en fait, je dis alors la loutre, oui, ça continue, mais le Graal, ce serait d'avoir les deux espèces en fait sur la même photo. Sur la même photo. Ça fait partie des quêtes qu'on se rajoute au fur et à mesure de la quête. C'est pour faire évoluer la quête. Et moi, pareil, j'ai un passage de cerf pendant le brame du cerf où la loutre passe. Les deux se sont croisés à 2 minutes d'intervalle. Avoir les deux sur le même cliché, c'est un peu pareil. J'ai eu la même chose au piège photo avec la genette, qui passe vraiment sur une pierre de marquage où passe la loutre à quelques minutes d'intervalle. Ça, c'est les quêtes qu'on se rajoute quand on n'en a plus assez, mais déjà la loutre à elle toute seule est une quête qui peut facilement occuper une vie de photographe.